Sur notre planète, les mondes inexplorés sont devenus rares. Mais il existe quelques îlots impénétrables qu'on appelle les mondes perdus. Evrard van den Boom, géologue et aventurier, s'est lancé le pari de tous les explorer pour mieux les protéger. À Madagascar, il a repéré le massif du Macaï. Le Macaï, vu du ciel, a l'air d'être un petit peu une sorte de désert. Et ça donne vraiment cet aspect de labyrinthe minéral. Il faut accepter de rentrer dans des vallées sans vraiment savoir si ça peut ressortir de l'autre côté ou si même on peut progresser dans cette vallée. Depuis plus de 10 ans, Evrard s'aventure dans ce labyrinthe de canyons pour en ramener les preuves de son extraordinaire biodiversité. Et on y va. Cette année, il organise une expédition scientifique pour répertorier la faune et la flore endémique du massif. Cela afin de préserver ce lieu unique mis en danger par l'homme. Tout autour du massif, des feux de brousse sont régulièrement déclenchés pour y cultiver les terres. Ces feux non maîtrisés pénètrent le massif et détruisent son écosystème. Evrard, par ses actions, tente de sensibiliser la population locale à la préservation du Macaï. Les résultats de cette expédition devraient permettre le classement du massif en aire protégée par l'État malgache. Pour cela, il faudra déjouer les pièges de ce labyrinthe minéral afin d'atteindre une vallée inexplorée, la plus inaccessible. Le Macaï est situé légèrement au sud-ouest de Madagascar et s'étend sur un territoire grand comme la moitié de la Corse. Cette œuvre géologique n'est pas simple à pénétrer et il faut une bonne autonomie pour engager une exploration qui va durer 6 semaines. L'expédition est même de très grosse envergure et elle implique l'engagement des villageois malgaches qui sont eux aussi intéressés par le programme de préservation du Macaï. En fait, ces hommes et ces femmes assurent la logistique et la survie pour une 50aine de chercheurs et d'éco-volontaires. Pour réussir à protéger ces lieux, j'avais aucune compétence particulière pour dire que ce massif méritait plus qu'un autre d'être protégé. Du coup, j'ai fait appel d'abord à des scientifiques pour essayer d'inventorier tout ce qu'il pouvait y avoir dans ce massif et puis pour essayer de savoir s'il y avait réellement une biodiversité unique. Il est où le bébé? Ah, la petite pousse. Ah oui, une merde de bébé là. Ouais. Ah ouais, super. En fait, il y en a deux là. Platycerium. C'est un joli nom. Hein. On a des archéologues, des ornithologues, des herpétologues, des entomologistes, des botanistes, etc. qui viennent définir un peu l'état de santé de ces forêts. C'est ça les cyclopoïdes? Oui. Et l'autre, l'arpactoïde, il est différent dans un autre tube? Oui. Tu peux mettre un peu de lumière. Dès les premiers pas dans le Macaï, autour du camp de base, c'est l'occasion de faire le point sur le matériel qu'il va falloir porter. Autour de la rivière Menapanda, qui a servi de porte d'entrée, la faune et la flore apparaissent déjà spécifiques. Excellent. Et il est super beau ça, c'est ce que tu as attrapé ce matin? Ouais, c'est un petit martin pêcheur pygmée. Ok. C'est marrant, les martins pêcheurs, tu peux les mettre sur le dos et ils bougent pas quand tu les pèses, donc c'est bien pratique. C'est tous les oiseaux ou c'est juste celui-là? Les martins pêcheurs. Ouais. C'est dingue. Je suis hyper content. Oh, c'est génial. 14.3. 14.3. Là, il fait quoi en fait? Là, il fait le mort? Non? Ouais, Ou il y a un peu... Ouais.
Cela fait 15 jours que la mission s'est posée dans le premier camp avancé du Macaï. Il y en aura encore 2 ou 3 à installer pour pénétrer au plus profond du massif. Ce premier camp permet aux chercheurs de s'acclimater et surtout d'affiner leur protocole d'études qu'ils vont devoir déployer sur ce nouveau terrain tropical. Le programme scientifique fait appel à quelques spécialistes français, mais surtout à de jeunes diplômés malgaches. Il y en a 3. Ils sont juste sur les arbres. Ah, il fait la pause là. Est-ce qu'il est au courant que tu le prends en photo? Évrard leur sert de soutien logistique et de marchepied pour les faire accéder aux endroits les plus reculés. Il fait tout pour les aider à trouver les spécimens, les répertorier et illustrer leurs publications scientifiques. Tac. Wow, le saut. Youhou, génial. Ça va? Ouais. Voilà, regarde. On commence à les voir là d'ici. Le premier baobab, on le voit là. Enfin, baobab, je sais pas si c'est un baobab, mais... Puis il y en a un deuxième là derrière, caché derrière le pandanus. Il y a l'air d'y en avoir peut-être un petit juste à côté là, tu vois. Une sorte de tronc tordu. Ouais. Mais difficile à dire si c'est un baobab. Ça ressemble, hein. Enfin, vu d'ici, ça ressemble. En tous les cas, si c'est un baobab, c'est le premier baobab... Enfin, ce sont les premiers baobabs qu'on voit dans le Macaï. Yes! Et voilà. Ok. Ah, c'est la première fois que je monte sur un baobab, quoi. C'est trop bon. Ah, trop bon. Oh, il y a une vue en plus, ça. Excellent. Sur la planète, on ne connaît que 9 espèces de baobab, une en Australie et le reste en Afrique ou à Madagascar. Mais jusqu'à présent, aucun baobab n'avait été recensé dans le Macaï. Pour la botaniste malgache, c'est déjà une très bonne nouvelle. Il y a plusieurs arbres visiblement à Madagascar qui ont des troncs un peu comme ça. Ça pourrait être un Hildegardia, des Onyx, ce genre-là. Mais là, on est bien tombé sur un baobab. Ouais, là c'est un bon baobab. Ouais. C'est une belle découverte. Alors c'est un vieillard ou c'est un petit jeune? D'après son diamètre et sa hauteur, vu que les baobabs, ils sont en croissance très très lente. Je crois que c'est un très vieux. C'est un très vieux. Ouais. Bon, on aurait envie d'installer un hamac là, non? Il me semble que les baobabs, ils n'ont pas exactement la même structure que les autres, non? C'est ça? C'est pas comme les arbres habituels. Non, pas vraiment, vu que d'abord, ils sont gorgés d'eau, ce qui donne un allure qui n'est pas très lisse, mais un peu... Grumeleux comme ça, non? Ouais. Ok. Et à part ça, il va être un peu plus creux à l'intérieur. Ok. Du coup, les gens ne vont pas trop l'utiliser, vu qu'il ne sert pas à grand-chose. C'est pas du bon bois. Ça, Ok, donc ça, on peut strictement rien en faire, en fait. Non, c'est ce qui le garde en vie. Oui, c'est ça. Parce que là, si c'est un bois utile, je crois qu'il n'existait plus à Madagascar. Il n'y en aurait avec déjà ça, plus. ouais. Oui, c'est sûr. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a tout un tas d'espèces qui arrivent à s'accrocher, enfin qui vivent dans ces fonds de canyon, là, comme le canarium, par exemple, ou des beaux arbres. Et puis celui-là, va savoir pourquoi, il y a 4 individus et ils sont placés juste sur une toute petite colline, accrochés à flanc de falaise, à tel point que lui, il est tellement sur un promontoire, les deux là, que d'un côté, là où on est monté, il y a une douzaine de mètres, et de l'autre, il y a une centaine de mètres là, à pic jusqu'à la rivière. de la rivière, oui. Ouais. C'est vraiment dingue qu'ils se soient accrochés dans cette, sur cette toute petite poche. Au bord de la falaise, accrochés à une falaise.
On va d'abord aller à la forêt des Murmures, là, au-dessus, tu vois, la petite forêt d'Abri des Boucaniers. Et après, en redescendant, au lieu de redescendre sur Ménapande, on va redescendre sur Makaike. Tout le monde est enfin réuni. C'est donc le grand départ. Le deuxième camp est estimé à plus de 2 jours de marche en suivant la rivière. 60 personnes qu'il va falloir faire vivre en autonomie pendant encore 4 semaines. Jamais Évrard n'avait entraîné une équipe aussi profondément dans le Macaï. Malgré tous nos efforts et toutes nos recherches, il y a encore quelques poches de forêt qui n'avaient jamais été étudiées, jamais été prospectées. Et c'est le but de cette mission de 2017. Ça me permet d'emmener des scientifiques dans des endroits où, à la base, la première fois que j'ai mis les pieds ici, j'aurais jamais pu les emmener parce qu'on ne peut pas lire le massif comme ça. C'est trop difficile. Il faut venir une fois, il faut venir 2 fois, il faut venir 4 fois. Et là, on découvre qu'il y a des tout petits cheminements minuscules. Ça prend du temps. Oh putain! Même durant les marches d'approche, il faut être attentif. Les découvertes ralentissent la progression. Mais ces rencontres, aussi petites soient-elles, peuvent s'avérer uniques. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est du genre Mantella. Donc il y a des chances que ce soit un hybride entre 2 espèces, Betsileo, qu'on connaît déjà ici, Ouais. et Kowani, qui est une espèce qui n'a jamais été observée pour l'instant dans le Macaï. Et alors attends, mais est-ce que là, comment tu sais que ça peut être un hybride? C'est parce qu'il a des couleurs de l'un et des couleurs de l'autre? Exactement. Ou la forme... Ouais. C'est ça. Au niveau de la forme, c'est pareil, mais le dos rouge brique, avec les flancs qui sont noirs, comme ça, avec des bandes, Ouais. c'est vraiment représentatif de Mantella betsileo. D'accord. Une des espèces qui a déjà été trouvée dans le Macaï. Et le ventre, avec là tu vois les taches blanchâtres, bleuâtres, ça c'est représentatif de Kowani. Ok. Et alors, Kowani, elle est où? Elle est censée être où? C'est plus à l'est et ça englobe un petit peu la partie sud du Macaï. Donc c'est pour ça qu'on espérait la voir avant de partir. Ça fait vraiment partie des top priorités en prospection. Donc c'est super de. Donc ça, c'était un de tes objectifs, de trouver ça? Ouais, Alors, au moins de une trouver espèce une de des Mantella, deux. voilà, du genre Mantella. Une Betsileo ou Kowani. Voilà. D'accord. Et là, on est peut-être au croisement des 2 espèces. Est-ce qu'on peut la mettre sur le dos après ou pas? Un peu, ouais. Il va falloir que je la tienne. Tiens. Regarde, là, on arrive juste au tronc dont je vous ai parlé là l'autre jour. Ah oui, ça. Regarde. Il arrive là. Et il traverse de l'autre côté. Et le canyon est passé, il a coupé le tronc. Tu vois, il est tout noir, on a l'impression que c'est du charbon. Et a priori, c'est pas du charbon, c'est juste un tronc qui a brûlé avant d'être enseveli et avant d'être pétrifié. En fait, tu vois, quand tu regardes là les petites lignes de galets, là on voit super bien, tu vois. On est dans une zone de dépôt. On a des quantités astronomiques de grains de sable, puis de galets, puis de grains de sable, puis de galets, puis de gravier, puis de tout ce que tu veux, qui se dépose pendant quelques millions d'années. Selon les climats, selon la vitesse de l'eau qui va apporter ces déchets, enfin ces détritus d'une chaîne de montagne, tu vas avoir tantôt des galets parce qu'il y a beaucoup d'eau qui charrie, donc des gros galets. Tantôt des grains de sable très fins parce qu'il n'y a pas assez de courant pour emmener les gros galets jusque-là. Et puis, à un moment donné, tu vas avoir un événement majeur. Là, je ne peux pas te dire lequel c'était, mais il devait y avoir, je sais pas, un cyclone énorme ou un feu gigantesque qui a brûlé énormément de forêts. Et ces forêts se sont retrouvées charriées dans les cours d'eau. Et donc, tous ces troncs, il y en a plein, là. On en a passé plusieurs. Hein. Vous avez vu, il y avait plusieurs lignes de niveau. Ils sont tous déposés comme ça au fond. Et ils sont recouverts de sable. Ça le protège de l'oxygène, du coup il ne pourrit pas. Il reste exactement tel quel dans le sable pendant plusieurs dizaines de milliers d'années. Et puis après, il faut du temps. Il faut imaginer qu'à l'intérieur de ce massif, il y a de l'eau qui circule en permanence, qui dissout la silice, puisque ça c'est de la silice à 100% quasiment. Et cette silice, elle va arriver jusqu'au tronc,
et elle va transformer petit à petit l'atome de carbone qui est à l'intérieur de ce tronc en atome de silice. Et c'est comme ça que tu pétrifies en fait un bois et que tu le transformes en roche. Ça minéralise une matière végétale. Exactement, ouais. Ça met quelques milliers d'années, hein. Mais là, là, on voit vraiment très clairement que ça a brûlé, ça garde exactement la même forme, C'est ça qui est étonnant dans les bois fossilisés. Celui-là, il doit avoir, à peu de choses près, il doit avoir 150 millions d'années. Donc c'est un vieillard, quoi. Voilà. Allez, on continue. À chaque fois, je me dis, oh, j'ai déjà tout vu, je vais m'ennuyer, etc. Et en fait, chaque fois que je reviens, je me dis que c'était le plus beau voyage que j'ai fait. Donc ça reste pour moi un terrain de jeu fantastique, un terrain d'aventure fantastique. Il n'y a pas un virage, il n'y a pas un méandre d'un canyon qui est semblable à celui d'avant. Il n'y a pas un petit coin de verdure, un coin de forêt qui ressemble à celui d'à côté. Moi, je m'éclate autant que la première fois, ça c'est sûr. Non, mais je pense que je suis à peu près certain d'où on est. Et ici, on monte sur les crêtes. Ouais, on peut toujours monter. On va monter à gauche pour aller sur ce plateau. C'est bon, un fil. Je sais où on est en fait. Pas facile de s'y retrouver dans ce dédale de canyon dont aucune carte n'a été dressée. Évrard s'écarte du chemin avec un petit groupe plus aguerri pour atteindre les hauteurs. Il quitte l'humidité des fonds de canyon pour une végétation plus sèche, jusqu'au sommet d'un pic qu'il a repéré sur Google Earth. Les montagnes du Mackay culminent à plus de 1000 mètres et sa roche est très friable. Sa formation géologique, c'est le domaine d'Évrard. Il tenait à ce petit détour par les crêtes qui est aussi le terrain idéal pour les spécialistes des rapaces. Là, on voit vachement bien les couches qui se superposent. Et du coup, ça permet d'expliquer comment tout ça a pu se créer il y a quelques dizaines de millions d'années, sous l'eau. On appelle ces massifs-là des massifs détritiques, parce qu'ils sont en fait constitués de détritus d'une autre chaîne de montagnes qui a été érodée en quelques dizaines de millions d'années. Et les produits de l'érosion se sont déposés dans un bassin sédimentaire gigantesque. Et ça a créé des couches de plusieurs kilomètres d'épaisseur de sable et de conglomérats. Et comme c'est sorti de l'eau, ça s'est retrouvé sujet à l'érosion à nouveau. Et comme il est fait de grains de sable, et ça s'érode hyper vite, un petit peu comme un château de sable. Et ça donne des reliefs ahurissants, quoi. Ça ressemble à un cervelet géant. Il y a des centaines, des milliers même de petits canyons qui se croisent, qui s'entrecroisent. Ça donne un labyrinthe naturel qui est unique. Bah, tu vois, on entend ce manga là. Ouais. Ah ouais. C'est vraiment un... Super beau, ouais. là, tu l'as trop bien eu. C'est un magnifique oiseau, franchement, vraiment superbe. Une nouvelle espèce pour le Mackay. Donc Accipiter ensti, l'autour de Ernst. Il y a vraiment le sourcil qui est très marqué, l'arcade sourcilière. Il est finement rayé jusque sous la gorge. Ouais. Et ça, c'est un animal qui est plutôt rare, du coup, si tu dis que le seul... Oui, et il existe ailleurs qu'à Madagascar, il y en a en Afrique aussi, où là, on est vraiment sur un animal endémique de Mada. Endémique de Mada. Donc,
si tu veux, on peut même écouter le cri d'alarme de la femelle. Donc ça, c'est le cri qu'elle pousse quand tu t'approches de son nid, quoi. Donc bon, je l'ai un petit peu embêté pour aller photographier. Il fallait qu'on ait des preuves en fait de la présence de cette espèce. Ouais. Donc là, on a la bande son, on a les photos. Donc on est vraiment bon pour dire voilà, là l'espèce est présente dans le Macaï. Une nouvelle bonne donnée pour le Macaï. Eh ben, belle pioche. Avec cette observation inédite, le Macaï devient la zone la plus peuplée de rapaces diurnes à Madagascar. C'est un véritable refuge pour ces animaux menacés d'extinction. En altitude, le milieu est plus agréable pour l'homme, même s'il est plus sec. En tous les cas, Évrard a souvent constaté des traces de présence humaine très anciennes. Tu vois, ils venaient piler quelque chose, des céréales, non, je sais rien. Je sais pas trop ce qu'ils avaient à l'époque, mais ça fait une preuve de présence humaine et ça veut dire qu'il y en a d'autres, tu vois. C'est pour ça que ça vaut le coup de venir avec les archéos, là. Très bien. Et puis demain, il faut que je trouve l'eau, parce qu'il n'y a pas d'eau ici. C'est ça. Là, on va pas tenir très longtemps avec le peu d'eau qu'on a dans le bidon, là. En fait, ce matin, quand on s'est tous réveillés, il y avait une certaine flemme. Et en fait, c'était pas de la flemme, c'était tout simplement qu'il n'y avait pas d'eau. Donc, au réveil, je suis parti pour aller chercher une source. Trouver de l'eau dans ces conditions consiste d'abord à repérer la végétation la plus luxuriante dans les fonds de gorge. Évrard tombe sur un premier lit de rivière, à sec, qu'il remonte en espérant trouver sa source. Ça coule, mais pas assez. Ah, il y a une petite mare. Ouais, bon, il n'y a pas assez d'eau là pour moi. Oh yes, des peintures. Ouh, ça c'est bon ça. Ah, j'en connais un qui va être content. Antoine pour Évrard, Antoine pour Évrard. Antoine pour Évrard. Oui, Évrard, je t'entends, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que t'es toujours au camp? Ouais, je suis encore au camp. En train de noter 2-3 trucs. Bon, alors je pense que là, il faut que tu prépares ton sac parce que je crois qu'il y a Quelque chose qui va t'intéresser là. J'étais en train de chercher de l'eau et bah, j'en ai pas trouvé. Par contre, je viens de tomber sur des peintures. Visiblement, il y a des céramiques là juste devant. Donc, je pense que ça vaut vraiment le coup que tu viennes ici. D'accord, c'est où exactement? Alors en fait, je suis juste en bas de la pyramide qui est en face du camp, tu vois, la grosse montagne et de l'autre côté de la forêt. Il y avait un dièdre en plein à l'aplan du sommet, et puis une grande falaise rosée là sur le bas à gauche. Et ben, je suis au pied de cette grande falaise rose, et voilà, il y a une petite grotte là, je t'attends là.
Là-haut, c'est au-dessus de toi là. Ouais. Ah ouais. Salut. Waouh. Il y en a partout. Ouais. Tu vois, il y a des symboles, il y a des triangles, il y a des ronds. Utilisation des couleurs aussi. Ouais. Et puis tu vois, ils sont venus sans doute là parce Ouais. qu'il y avait de l'eau. Hein. Moi, c'était ce que je cherchais. Hein. Donc je suis venu au pied de la falaise en me disant qu'il y avait peut-être une petite résurgence. Voilà. Malheureusement, il y a un mini Très goutte à peu d'eau goutte. quand même. Ça nous aide pas beaucoup. Ouais. Mais bon, Bah, les peintures vont nous aider en tout cas. ouais, ça c'est chouette. Super. Là, on est dans un terrain de jeu hors niveau archéologique, en tout cas, qui est bien intéressant. Et ce qu'il faut imaginer, donc, c'est qu'il y a quelques dizaines, quelques centaines, peut-être quelques milliers d'années, sait-on jamais, des gens venaient ici. Et la question est, pourquoi ils venaient ici? Qu'est-ce qu'ils venaient faire là? Parce que c'est un cul-de-sac, du coup, ils ne peuvent pas filer dans un autre coin du Macaï. Donc c'est vraiment un endroit où ils avaient dû trouver un intérêt à venir, soit pour se cacher, peut-être, soit parce que dans cette forêt, il y avait quelque chose d'intéressant à venir chercher, peut-être des plantes médicinales. En tous les cas, sur la plateforme sur laquelle on dort, il y a 2 mortiers. Il y a un abri sous roche avec des peintures, il y a des céramiques là-haut. Il se pourrait qu'il y ait d'autres céramiques et d'autres peintures plus loin. Il s'est passé beaucoup de choses, les gens n'ont pas fait que passer, parce que sinon il n'y aurait pas de mortier. Là, le mortier, c'est vraiment une preuve qu'ils se sont installés durablement et qu'ils ont cuisiné, ils ont fait des choses par ici. Voilà, mais quoi et pourquoi? Près des sites archéologiques, Évrard a pu trouver un peu d'eau, ce qui a donné l'énergie nécessaire à la remise en mouvement de tout le groupe. Il commence à redescendre vers le reste de l'équipe, qui avait dû suivre un relief moins abrupt. L'objectif n'est pas perdu de vue. Ils sont toujours en direction du centre du massif, à chercher le meilleur itinéraire vers la vallée perdue du Macaï. Le bivouac intermédiaire est idéal et offre différents écosystèmes pour l'ensemble des études. Et puis l'eau ne manquera pas. La température est douce et il n'y a pas de moustiques. Scientifiques et artistes se partagent la plage, les uns plus efficaces que d'autres, plus inspirés. Globalement, on a sur nos caméras presque tous les types d'animaux. Ouais. Ouais. T'avais combien de caméras en tout là? En tout, on a 9 caméras. 9. 9 caméras pendant les 3 semaines. Ok. Quand je dis tous les types d'animaux, je parle de lémuriens. Ça, c'est la femelle et ça, c'est le mâle. Et j'ai aussi le potamochère. Ouais. Ouais. Et finalement, on a notre cible, c'est le Foussa, les carnivores. Ouais. Ça fait comme un fusionnement d'un grand puma à tête de chien. Ça veut dire que ça peut grimper aux arbres pour attraper les lémuriens. C'est le plus grand carnivore endémique de Madagascar. Les scientifiques réclament quelques jours d'exploration autour du bivouac. Chacun choisit son terrain en fonction de sa discipline, avec le secret espoir de trouver la perle rare.
train d'installer tout un système de cordes dans un arbre pour essayer de mettre une plateforme pour Jérémy, qui est le photographe de l'équipe, pour essayer de capter notamment les oiseaux qui se baladent par là, mais pas seulement, aussi les lémuriens qui seront sur la canopée. Tout en finesse. C'est un travail important pour nous parce que ça nous donne un indicateur à un temps zéro de la quantité, on va dire, de lémuriens et de l'équilibre de chacun des groupes. Et si on reproduit ça chaque année, on va pouvoir voir si les groupes grandissent, diminuent, s'il y a plus de groupes, moins de groupes. Et du coup, on va pouvoir préciser si la forêt est de plus en plus adaptée à eux ou s'ils subissent au contraire des dégradations qui les impactent directement, voire même s'ils subissent du braconnage. Toutes les espèces de lémuriens sont endémiques à Madagascar. Au moment de l'arrivée des premiers hommes dans l'île, il y a 2000 ans, des individus atteignaient la taille d'un homme. Pour les Malgaches, le lémurien incarne l'esprit de la forêt, d'où son nom, qui veut dire fantôme. Tiens, ouais, voilà, on en a une. Je vais te l'attraper. Oh là là, c'est quoi ce truc-là? Alors ça, c'est une mouche, c'est la famille des Diopsidés. Elles ont la particularité, en fait, d'avoir les yeux placés au bout de 2 longs pédoncules, comme ça, à la manière des requins-marteaux. Exactement. Quoi ça lui sert? Ça doit bien forcément servir à quelque chose de lui mettre les yeux au bout d'une antenne comme ça. Le rôle n'est pas vraiment connu. On pense que ça joue un rôle dans la sélection sexuelle. C'est-à-dire que les mâles se battent un peu de façon à celui qui aura les plus grands pédoncules et les femelles vont choisir celui qui va gagner le combat. C'est un artifice quoi, de séduction. Quoi, voilà, un peu comme les pans, le bois des cerfs. Voilà. Okay. Et ça, c'est une bestiole qu'on trouve beaucoup ici Alors ici, on en a trouvé 2-3 espèces. Ouais. C'est des espèces qu'on trouve surtout sous l'équateur ou dans les pays tropicaux. Il n'y a qu'une espèce en Europe, mais les yeux ne sont pas du tout écartés, en fait, comme ici. Sans cesse, Évrard prospecte et repère de nouveaux terrains d'études pour les spécialistes. Parti en éclaireur, il cherche aussi une nouvelle issue pour lever le camp et remettre tout le monde en marche.
il faut aller encore plus loin, vers la vallée la plus enfouie du Mackay. Mais il y a souvent des impasses. Il est hors de question de faire progresser les porteurs et les centaines de kilos de logistique pendant des heures, sans être sûr qu'il ne faudra pas faire demi-tour. Bon, alors là, on a un petit passage sous-marin. Il y a un tout petit passage, il y a un bloc là qui passe, qui fait genre 2,50 m de haut, mais le grimper, c'est vraiment fatigant. Du coup, on va passer dessous. Ça fait un petit siphon où il faut plonger. Et derrière, vous arrivez dans une galerie qui est large comme ça. Et donc, vous allez sortir, et puis après, il faut se déplacer comme ça sous l'eau. Enfin, sous l'eau. Dans l'eau, on a la tête, voilà, on n'a vraiment pas pied, hein. Et donc, les sacs, eux, on va les faire passer par-dessus le rocher. Et puis, ceux qui arriveront les premiers au fond, ils reviendront par au-dessus pour aller m'aider à faire les navettes de sacs. Rester plusieurs semaines dans une forêt comme ça finit par fatiguer. Et ça fatigue mentalement, ça fatigue physiquement. Et donc quand on se déplace dans ces canyons, on a toujours un petit peu peur. Et on est quand même, pour autant, obligé de les emmener là-bas, parce que sinon ils passent à côté de leur sujet d'étude. Le sujet d'étude, il est là-haut, faut y aller, quoi. Ça va? Tout le monde est vivant? Jusque-là, tout va bien. Il y a encore un passage... disons qu'il y a de l'eau, quoi. Ça les met dans un état de vulnérabilité, si je puis dire, mais aussi un état de fierté après d'avoir réussi à franchir un passage, d'avoir réussi à faire quelque chose qu'ils n'auraient jamais prévu de faire initialement. Mais c'est ça qui est chouette aussi dans ces aventures, c'est que c'est pas que de la science, c'est pas que de la balade pépère, c'est aussi un petit peu de remise en question de ses propres capacités physiques et morales, et c'est ça qui est assez sympa. Qu'est-ce qu'on doit trouver par là? Oh, de Dieu! Un crabe! Je viens de le prendre là. Tu sais que c'est le premier. Le premier crabe qu'on trouve ici dans le Mackay, hein. Moi, j'en avais jamais vu avant. Oh, les crabes, il y en a beaucoup des crabes d'eau douce à Madagascar? De ce que je sais, c'est qu'il n'y a vraiment pas beaucoup d'espèces de crabes d'eau douce. Je pense qu'on est à 6 genres, 17 espèces de mémoire qui restent, rien du tout, donc quoi. C'est pas beaucoup. Les dernières cartes de distribution montrent vraiment des données sur vraiment la partie nord et est du pays. Et là, on est au sud-ouest. On est complètement à l'opposé, ouais. Ce sont des espèces, en tout cas les crabes, qui évoluent vraiment dans un territoire assez restreint. Donc si elles sont ici, peut-être des chances pour une nouvelle espèce. Ouais. Ah ouais, ça serait génial. Puis alors là, franchement, c'est inattendu, quoi. Ouais, là-dedans. Ce serait un scoop, une nouvelle espèce de crabe. Pas la plus belle, mais la première du Mackay, façonnée tout au long de son isolement, au milieu de cet impénétrable labyrinthe. Tu vas carrément me marcher dessus, vas-y. Jusqu'à présent, on avait tous comme idée qu'il fallait tout simplement pas qu'il nous arrive quelque chose, quoi. Et il y a eu une petite erreur de commise, enfin, ou en tout cas un rocher qui a cédé sous les pieds de Megan et elle est tombée sur le genou gauche. Et maintenant, elle s'est fait carrément mal puisqu'elle s'est visiblement fragmenté la rotule, ou je sais pas trop exactement ce qu'elle a, mais en tout cas, je lui ai retiré un bout d'os.
là, c'est vrai que depuis quelques temps, il y a à nouveau une évacuation sanitaire possible. C'est-à-dire qu'il y a maintenant la possibilité de faire venir un hélicoptère qui arrive jusqu'ici, quoi. Parce que c'est pas la peine de accidenter les gens en voulant à tout prix les ramener par des moyens plus sobres, on va dire. Voilà. Donc là, on est quand même au bout du monde. Faut pas chercher à jouer plus que ça. Cela fait 4 semaines qu'il progresse entre monts et canyons du Mackay. Le pilote de l'hélicoptère a informé Évrard qu'il n'était plus qu'à 8 heures de marche de la vallée luxuriante. C'est trop bon. Évrard est soulagé de l'avoir découverte juste avant la nuit. Mais maintenant, il faut savoir où poser le camp, car si l'endroit ressemble à une oasis, la vallée de palmiers s'avère invivable. On est sur une zone complètement différente. Il faut imaginer que tout le fond de ce canyon-là est complètement rempli d'eau. Donc on n'a pas du tout la même végétation, hein. Là ça se voit déjà, on a des milliers de palmiers, de pandanus et de plantes qui vivent complètement les pieds dans l'eau. Donc c'est très différent des forêts qu'on a explorées jusqu'à présent, qui sont des forêts plutôt sèches ou semi-sèches. Donc pas les mêmes espèces, et probablement donc pas les mêmes espèces d'oiseaux. Et probablement aussi pas les mêmes comportements des lémuriens, parce qu'il y a les mêmes espèces de lémuriens ici que dans les autres forêts. Mais ils n'ont pas du tout la même nourriture, donc on peut imaginer qu'ils aient des comportements aussi légèrement différents, des rythmes différents, etc. Et on a 3 jours devant nous. 3 jours c'est court, hein. Il reste plus que ça avant de rentrer, c'est la fin de l'expédition, donc on va essayer de donner le maximum. Juste, je vous dis aussi, quand je vous disais on marche sur des palmes, c'est soit on marche sur des palmes séchées, soit on marche carrément dans la boue et dans l'eau. C'est vraiment un marécage, hein. Donc il y a des endroits où on arrive à se surélever un peu, mais souvent c'est quand même dans la gadoue. J'ai vu qu'il y en avait certains qui avaient des petits problèmes d'infection. Je sais pas si c'est très malin d'aller se mettre là-bas dedans quand on a des infections aux pieds, aux jambes ou ailleurs. Mais bon, c'est vous qui voyez. Allez, au boulot. Salut. Salut. Et c'est le bon? Ouais. Oui? Oui. C'est vrai? Vous l'avez trouvé où, là? Ouais, juste là. Mmh. Le fameux. Le Paquiponcax. Et comment on le classe dans les Paquiponcax? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que là, on sait déjà, on connaît pas l'espèce, mais on sait déjà le genre? C'est quoi qui fait la caractéristique principale des Paquiponcax? En fait, c'est un nageoire. Quand Ça, c'est un mâle. Ça, c'est la taille adulte? Ouais. Est-ce que le fait que les autres espèces du genre Paquiponcax se trouvent toutes dans le nord de Madagascar, est-ce que le fait d'en trouver une 7e ici ne fait pas automatiquement d'elle une nouvelle espèce? Oui, ça fait. Et puis leur habitat est tout à fait différent des autres espèces de Paquiponcax. Le Paquiponcax? On doit prendre quelques spécimens et
un bout de son tissu pectoral ou caudal afin de faire une analyse génétique. Rien de spectaculaire, mais c'est toujours extraordinaire de trouver une nouvelle espèce. Surtout à une époque où la biodiversité est sous pression. Ces lieux sont tellement isolés, sans échange possible avec le reste du monde, que toutes les espèces prisonnières ici se sont différenciées de leurs origines, les rendant donc uniques. Voilà. Bon, j'ai vu mieux comme ancrage, mais bon. On va commencer à tirer. Ok, vous pouvez y aller, c'est bon. Pour les ornithologues, vu le bruit que fait ce canyon, ça grouille de vie. Et du coup, on s'est dit que ça pourrait être intéressant de mettre une corde. On peut rappeler ça une tyrolienne, mais voilà, entre les deux versants du canyon, et histoire qu'ils puissent se poster un matin, probablement très tôt demain matin, en plein milieu du canyon, pour observer, enregistrer, essayer de repérer les oiseaux qu'ils n'ont pas encore vus. Allez, il n'y a plus qu'à... Putain, ouais, c'est mou. Hop, 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 hop. Alors ça, c'était bon, ça. Ah bah, je l'ai vu de près, celui-là. Un endroit te marque plus qu'un autre, c'est quand tu as réussi à le vivre différemment des autres. C'est-à-dire que tu lui as donné une saveur particulière parce que tu t'es suspendu sur une corde ou parce que tu t'es mis sur un bateau, ou je sais pas, quelle que soit l'activité, le fait de ne pas être juste à pied, mais d'être dans un environnement différent, à une hauteur différente, avec un point de vue différent, ça donne forcément une saveur et un goût différent à la découverte du site. Et puis après ça, on a eu des échos, comme quoi dans le lac, il y avait des gros poissons, très gros poissons. Allez, hier, ils ont dit que c'était gros comme ça. Visiblement, il y en a des encore plus gros qui seraient jaunes et d'autres bleus. Et donc j'ai tenté de trouver un itinéraire pour atteindre le lac avec un petit bateau, le petit Packraft, histoire de pouvoir lancer un effort de pêche sur le lac pour que, si possible, on arrive à les attraper. Mais cette fois-ci, ça n'a pas marché. Les poissons sont restés bien planqués. Il faudra revenir du coup. Si on veut réussir à protéger, c'est pas en faisant juste une expédition. C'est pas en faisant venir 50 scientifiques d'un coup. C'est derrière, en étant présent tout au long de l'année maintenant. On discute avec les villageois, avec les chefs de village. Et ça, c'est un travail de très longue haleine. Ça prend plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années. Là, c'était là-haut, hier. Les montagnes. Les montagnes, ouais. Nous, en tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a besoin d'avoir des éléments scientifiques précis pour ensuite dire, là, il y a telle espèce, et cette espèce, il faut la protéger. Le terme qu'on utilise souvent, c'est le terme d'espèce parapluie, c'est-à-dire qu'on vient s'appuyer sur une espèce qui n'est présente que là, et comme on va protéger cette espèce, on va protéger son écosystème, son environnement, donc a priori toutes les autres espèces qui interagissent avec elle. Évrard et son association Nature Évolution se battent depuis plus de 10 ans pour que jamais l'homme ne puisse nuire à cet écrin de nature.
Grâce à toutes ces expéditions révélatrices de richesses biologiques, Madagascar a inscrit le macaque en aire protégée. Un service qu'elle rend à toute la planète.